Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez Vas-y, consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Blanchard, ultra-trailer reconnu, faisant partie de la team Salomon et ancien participant de l'émission Koh-Lanta Les 4 Terres. Dans cet épisode, Mathieu nous explique son parcours qui l'a amené sur le tard à découvrir l'ultra-trail, tout en ayant toujours été un sportif confirmé. Il nous partage comment cette discipline a changé sa vie et comment il fait en sorte de partager sa passion. Nous reparlerons aussi de sa participation à Koh-Lanta Les 4 Terres, notamment sur le challenge que cela a représenté pour lui. Je vous invite à découvrir cet épisode qui vous montre ce que la détermination permet d'accomplir et qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer dans une activité. Très bonne écoute à vous. C'est la dernière semaine de l'année et je me lance dans une expérimentation de jeûne complet. D'accord. Et puis c'est une semaine où je fais zéro sport, mais quand je te dis zéro, c'est même pas des abdos à terre, quoi. C'est rien du tout. D'accord. Et je suis dans ma 4e journée, donc en n'ayant rien mangé là, donc je suis sur un niveau d'énergie un peu spécial. Hier, je suis allé marcher un peu dans la rue, j'ai failli tomber à terre, mais ça va, ça tient. Donc voilà, juste te le dire là. D'accord. Et c'est une expérimentation qui est liée à une, je sais pas, une épreuve ou quelque chose ou... En fait, non, c'est de la curiosité. Moi, je suis, on en parlera peut-être dans le podcast. Je suis coach et puis je suis passionné par l'optimisation en général du potentiel humain. Physique et mental. Et c'est sûr que ça fait bien longtemps que je lis des articles plus ou moins sérieux, mais on va dire des articles sérieux aussi, scientifiques sur le jeûne, avec toutes les propriétés associées de régénération, de destruction, d'inflammation qui traînent depuis des mois. Voilà, donc je voulais l'expérimenter moi-même, voir comment je le ressens, parce que c'est vrai que c'est très différent dépendamment des personnes. Et donc voilà, c'est une expérience pour moi. Ok, c'est top. Écoute, moi volontiers d'en parler aussi un petit peu dans le podcast. Je trouve ça top. Eh bien, on est avec Mathieu Blanchard sur le podcast Allez Vas-y. Mathieu me fait l'honneur d'avoir accepté mon invitation. J'ai eu envie d'inviter Mathieu puisque Mathieu est ultra trailer, mais pas que, et il va nous expliquer tout son parcours. Et Mathieu est aussi connu sur les réseaux sociaux puisqu'il a fait partie de la saison 21 de Koh-Lanta, la saison des 4 terres. Bonjour Mathieu. Bonjour Frédéric, merci pour ton accueil dans ton podcast. J'ai très hâte de parler avec toi. Merci beaucoup. Alors l'idée du podcast, c'est qu'on puisse parler un peu de ton parcours et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es ultra trailer professionnel et puis tu as plusieurs activités annexes et moi je trouve ça passionnant. Moi qui fais du running, alors du running de 10 km 2 fois dans la semaine, je suis déjà content. Quand je vois les distances que tu cours aujourd'hui, je me dis waouh, chapeau. Donc est-ce que tu peux nous expliquer, avant de parler de cet ultra trail, ton parcours, ce que tu as fait éventuellement comme étude, et est-ce qu'il y a eu une reconversion dans ta vie? Puis après, un moment, on parlera de cette parenthèse Koh-Lanta, puis aujourd'hui, ce que tu fais et les perspectives. Bien sûr. Alors, tu sais, si j'en suis arrivé là, c'est pas que je suis un super-héros, hein, loin de là. C'est surtout que j'ai travaillé très fort et j'ai peut-être aligné les bonnes étoiles pour en arriver là. Je pense que c'est aussi un esprit entrepreneurial en moi qui m'a fait arriver au niveau sportif où je suis aujourd'hui, parce que c'est sûr qu'on voit le sport souvent d'un angle assez banal dans sa pratique, mais ça peut vraiment être un projet entrepreneurial à très long terme qui peut être très similaire à celui qu'on peut avoir dans une entreprise, avec une organisation de vie, une gestion de projet, une gestion sur plusieurs années, à moyen et long terme, se faire entourer d'une équipe, donc travailler avec une équipe, comment gérer les uns et les autres, comment pallier aux échecs, les échecs qui peuvent être une course ratée ou une blessure. Donc, c'est vraiment des schémas qui peuvent être très similaires à ceux de l'entreprise. Moi, c'est sûr que j'ai un parcours assez atypique parce que, en tout cas, dans mon sport, je ne suis pas expert de tous les sports, mais je pense que c'est la même chose. Les sportifs de très haut niveau qui se retrouvent
sur des compétitions internationales, sur des Jeux olympiques, sur des championnats du monde, en général, sont des personnes qui viennent de leur sport depuis tout petit, depuis très jeune, ou du moins qui ont une dizaine d'années d'expérience. Moi, le sport d'endurance, j'ai commencé ça très tard. Donc, la course à pied, j'ai commencé en 2014, j'avais Ah 26 oui. ans. Ah Donc oui, voilà, tu vois, effectivement. c'est assez atypique. Et puis quand je me retrouve sur une grosse course comme l'UTMB cette année, où c'est un peu le Graal, l'Ultra Trail du Mont Blanc, une course qui fait le tour Mhm. du Mont Blanc, qui est un petit peu le Graal des courses d'Ultra Trail. Je me suis retrouvé sur la troisième marche du podium. Mais je me souviens, pour la petite anecdote, le lendemain de la course, il y a eu la remise des prix et puis le podium. Et chaque athlète, il y avait un petit CV de l'athlète. Et bon, il y avait le top 10 qui montait sur scène. Et puis, je remarquais que sur le top 10, ben, chacun avait au moins 10 ans d'expérience en trail ou en ultra trail. Puis, j'étais le seul avec ma maigre expérience d'ultra trailer, puisque j'ai commencé ça en 2017. 2014 course à pied, 2017 ultra trail. Donc, un petit 4 ans, tu vois, assez atypique. Mais voilà, comme je dis, j'ai beaucoup utilisé ma tête aussi dans mon parcours. J'ai beaucoup organisé tout ça pour justement récupérer toutes les années que j'avais perdues afin d'optimiser mon potentiel le plus vite possible de manière la plus saine et sans me blesser. Et donc voilà, c'est un esprit que j'ai depuis tout jeune. Après, moi, si on remonte un petit peu plus dans le passé, j'ai grandi plutôt sur un environnement marin, Mhm. des parents qui avaient un club de plongée, qui étaient eux-mêmes moniteurs de plongée. Donc, je suis devenu moniteur de plongée assez tôt dans ma vie, j'avais 20 ans à peu près. J'ai d'ailleurs travaillé comme moniteur de plongée pendant quelques mois là, en mer Rouge, en Corse, dans les Caraïbes. Beaucoup de kitesurf, de planche à voile. Et puis, voilà, je suis de formation ingénieur. J'ai fait une école d'ingénieur dans la ville de Grenoble, Polytech Grenoble, en génie des matériaux, donc une formation assez généraliste. Mhm. Mais voilà, j'ai vite pris conscience que faire du labo ou du calcul derrière un PC, c'était pas trop mon truc. Et donc, j'ai complété ma formation avec une formation en école de commerce, plus en management, innovation, voilà, développement commercial. Et donc, ma carrière dans les 10 premières années, donc de mes 21 ans à peu près jusqu'à mes 30 ans, j'ai exercé comme ingénieur commercial ou ingénieur de développement commercial pour des grandes entreprises. Dans plusieurs domaines, je suis passé par le nucléaire avec le projet ITER à Cadarache, un super projet d'énergie. Je suis passé un peu par l'aérospatiale à Toulouse. Et puis ensuite, je suis allé sur Paris dans un bureau de conseil en ingénierie pendant 2 ans. Puis là, j'ai commencé à un peu étouffer en ville et puis c'était une vie qui était très stressante pour moi qui venait du Mhm. sud de la France. Voilà, mon domicile familial est proche de Marseille, dans une petite ville qui s'appelle Cavaillon. Mhm. Et voilà, après 2 ans à étouffer à Paris et à faire trop la fête le week-end pour oublier le stress de la semaine, j'ai décidé voilà, de revenir un petit peu dans ce qui m'animait, c'est-à-dire l'aventure, les voyages. Et j'ai essayé de trouver une opportunité professionnelle d'ingénierie à l'international dans un milieu un petit peu plus ouvert, un peu plus nature, un peu moins stressant, on va dire, que la vie parisienne. Donc, j'ai postulé pour l'Asie, où j'avais déjà travaillé, où j'avais été à Kuala Lumpur pendant quelques mois. Donc, l'Asie du Sud-Est, un pays qui m'animait beaucoup. Et le Canada, un autre pays qui m'attirait beaucoup de par son ouverture d'esprit et puis les grandes étendues naturelles. Puis c'est le Canada, la première opportunité qui a répondu positivement. Et c'est en 2014 donc, que j'ai pris mes valises et que je suis venu m'installer ici. Et donc voilà, pas de kitesurf ici, pas de plongée sous-marine, évidemment. Enfin, c'est possible. J'ai Oui. plongé dans le Saint-Laurent, hein, l'eau elle est à 1 degré, mais on voit des choses sympas. Mais c'est dur, voilà, tu vas pas tous les jours comme quand tu vas Oui. plonger dans les tropiques. Le kitesurf, j'en ai fait aussi sur le Saint-Laurent, mais idem, l'eau est froide, un petit peu noire, il y a des courants. C'est pas comme kiter dans les lagons polynésiens. Donc, je me suis dit, bon, il va falloir trouver un autre sport qui m'anime. Et pour me remettre en forme aussi des 2 ans un peu médiocres sur le plan santé que j'avais eu à Paris. Et donc, un peu comme tout le monde, hein, qu'est-ce qu'on fait? Le plus simple, quand on veut se remettre un peu en forme, perdre un peu de poids, ben, on va courir parce qu'il faut juste des baskets et un short. Et c'est comme ça que j'ai commencé de manière très banale
pour ensuite aller sur une vie très atypique, puisque voilà, la course à pied, j'ai accroché. Je ne sais pas pour quelle raison, là. Ça a été tout de suite un coup de foudre, là, comme on peut avoir dans une relation amoureuse. Et là, on est en 2014, 15, 16, je fais que des courses sur route. Il faut savoir qu'en Amérique du Nord, on a des super marathons de grandes Oui. villes. Donc, j'ai fait tous les grands marathons parce que c'était Waouh. vraiment génial d'avoir les grandes rues privatisées pour nous, donc Montréal, Ottawa, Toronto, Chicago, Boston, New York, Philadelphie, Washington, je les ai tous faits. Waouh. Et puis, Déjà là, tu devais sentir peut-être qu'il y avait une appétence parce que pour enchaîner des marathons, normalement, on dit un ou deux marathons dans l'année, c'est déjà pas ouais, mais mal. c'est ça, c'était 2, 3 marathons dans l'année, mais ils n'étaient D'accord. pas back-to-back l'un derrière l'autre, hein. Ouais. C'était quand même, il y en avait au printemps, il y en avait à l'été, il y en avait à l'automne, il y en avait à la fin de l'automne, début hiver, donc c'était assez bien réparti. C'est là que j'ai commencé à prendre conscience que j'appréciais la performance et l'optimisation du Mhm. potentiel humain. Donc, ben, sur les courses sur route, ça se symbolise par la course au temps, finalement, hein, d'un marathon à Mhm. l'autre, tenter d'aller améliorer ses temps. Et très vite, j'ai réussi. Alors, j'avais peut-être un peu quelques attributs qui m'ont aidé par mon passif de sportif. Mais très vite, j'ai réussi à passer sous la barre des 3 heures et jusqu'à descendre mes chronos jusqu'à 2h30. Et donc, c'est là que j'ai vu que j'avais quand même un bon potentiel pour progresser dans ce sport. C'est là où j'ai commencé à lire la littérature, me renseigner, apprendre, regarder des vidéos, voilà, pour pas uniquement courir bêtement tous les jours au feeling, mais de plutôt structurer le parcours afin de progresser. Puis éventuellement, 2016, je me fais inviter pour aller courir dans la montagne. Je me suis dit, mais pourquoi faire là? On est très bien sur la route là. Qu'est-ce que je vais faire dans la montagne? Je vais me tordre les chevilles. Je vais pas pouvoir courir en montée, mais j'ai dit, OK, je vais l'essayer. Et je suis allé essayer un 20 km quelque part au Québec. Et là, ça a été un second coup de foudre. J'ai adoré l'expérience parce que il me manquait quelque chose dans la course à pied, c'était la partie adrénaline. Tu vois, sensation forte que j'ai Mhm. toujours eu moi dans mes sports un peu extrêmes là. Je n'ai pas parlé, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de snowboard aussi, un peu en Ok, freestyle aussi ok. quand j'étais à Grenoble. Donc, l'adrénaline est quelque chose qui m'anime beaucoup dans le sport. Et en course sur route, je ne l'avais pas beaucoup. Et puis en trail, tout de suite, quand je me suis lancé à fond dans une descente avec des roches et des racines, là, j'ai ressenti à nouveau les sensations que j'avais lorsque je faisais des sports de glisse. Et donc, c'était le match parfait. La course à pied, vraiment l'endurance, le combat avec toi-même. Trail avec l'adrénaline, ben, j'ai dit, ben, je veux continuer ça. Et puis, de fil en aiguille, c'est là que j'ai découvert les ultra trail en 2017, etc., etc. Et cetera. Et voilà, mon niveau a augmenté à un tel niveau que je me suis fait approcher par une marque, Salomon, qui m'a proposé de m'accompagner, de me supporter, de m'aider dans mon parcours. Donc, évidemment, j'ai accepté. Ça, c'était en 2017. Alors, juste une précision, quand tu dis m'accompagner, me supporter, pour monsieur et madame tout le monde, ça parle peut-être pas. Qu'est-ce qui t'apporte Salomon quand il t'approche comme ça? Il te donne du matériel, il te suivent, il te finance aussi en partie. Qu'est-ce qu'ils Alors, organisent? oui, c'est sûr qu'on peut se faire supporter de manière financière et de manière matérielle. Ça, c'est le Mhm. côté purement marque. Mhm. Mais il faut savoir que chez certaines marques, il y a aussi un second volet qui est l'aspect team, qui est l'aspect équipe, qui n'a Mhm. rien à voir en fait avec l'aspect commercial. Alors, c'est sûr qu'on fait souvent l'amalgame de penser qu'un athlète avec une marque comme Salomon ou autre, ben, il représente uniquement la marque, mais non, pas que. Il y a aussi, c'est la marque qui supporte une équipe. Alors, on Ok. fait l'amalgame parce que notre sport est supporté par des marques, comme d'autres sports d'ailleurs, Mhm. mais tu ne le ferais pas si c'était comme dans le foot ou le rugby ou d'autres sports où les teams, les équipes sont supportées par des villes. Oui. Tu fais pas le rapprochement lorsque tu parles de l'équipe de foot de Paris ou de Marseille, que Mhm. je sais même pas te dire quel sponsor ils ont sur leur maillot. C'est vraiment l'équipe de la ville. Ouais, c'est Mais c'est vrai. la même chose dans nos sports. Il y a des équipes et donc une équipe va fonctionner de la même manière qu'une équipe de sport collectif. On va avoir accès à tout un réseau d'experts, de managers, de professionnels de la santé, de fabricants de matériel avec qui tu vas travailler pour développer ben, le futur produit et puis des prototypes pour toi.
Voilà, et puis aussi dans l'équipe, tu échanges avec tes pairs, là, les anciens, les experts coureurs, qui vont t'expliquer comment eux structurent leur année, comment ils en sont arrivés là sur plusieurs années, comment ils s'entraînent plus spécifiquement dans les montées, dans les descentes, l'altitude, la chaleur. Donc voilà, tu accèdes à tout un réseau qui fait que tu vas progresser beaucoup plus vite parce que tu es tout de suite avec des experts dans le domaine. Et donc, c'est ça, je suis rentré assez vite Il y a plusieurs niveaux là, hein, dans les marques. Disons qu'il y a trois niveaux là, dans les principales marques. Tu vas avoir en bas de la pyramide les ambassadeurs de la marque qui, eux, voilà, vont plutôt représenter l'aspect matériel. Ensuite, tu vas avoir les teams nationales, donc par pays, France, Espagne, Italie. Donc, moi, j'ai intégré la Team Canada assez vite, à la fin de l'année 2017. Ils m'ont testé toute l'année 2017, puis ils ont dit, OK, on aime bien ta personnalité et ton potentiel. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que la performance qui compte, il y a aussi l'aspect personnalité, ce que tu vas véhiculer comme valeur, les histoires que tu vas raconter autour de tes courses. C'est très, très important pour les marques. D'accord. Et donc, c'est quelque chose qu'ils ont apprécié chez moi et en fin 2017 m'ont proposé l'opportunité de rentrer dans le Team National Canada, donc ce que j'ai évidemment accepté. Et puis voilà, après Et là, 2017-2018. tu es toujours salarié d'une entreprise ou plus du tout, tu te consacres à 100% au trail à ce moment-là, en 2017-2018? Alors, la réponse est oui, je suis encore salarié d'une entreprise. D'accord. Mais la raison est plus une raison d'équilibre de vie Mhm. plus que financière. Aujourd'hui, si je décidais d'aller 100% dans le trail avec tous les partenaires d'aujourd'hui, je pourrais vivre de ça. D'accord. Mais voilà, c'est vrai que quand on s'entraîne, c'est très prenant Mm. mentalement et c'est très difficile de déconnecter de notre sport. Et on Mhm. y met beaucoup d'énergie et de pensée. Et puis quand ça va pas, qu'il y a un entraînement qui passe mal le matin ou une début de blessure, d'inflammation, tout de suite, ça va prendre de grosses proportions et de l'ampleur qui fait qu'on va pas être bien. Et puis, ça va être une tourmente et un cercle vicieux qui fait que ça peut vraiment aller loin jusqu'à perdre le goût du sport ou se blesser encore plus. Donc, l'idée, c'est de trouver un équilibre ou en tout cas une manière de déconnecter de notre sport. Et moi, aujourd'hui, mon équilibre, c'est de continuer à travailler pour une entreprise qui me passionne. Donc, jusqu'à 2019, j'étais encore ingénieur dans un bureau à faire du développement commercial et puis quelques calculs pour le domaine de l'énergie au Québec, des centrales thermiques. Mais c'est fin 2019 où j'ai décidé de quitter le monde de l'ingénierie, du bureau Mhm. et de son organisation assez cadrée, hebdomadaire, 8 heures, 18 heures tous les jours, pour aller dans une autre entreprise. Donc, évidemment, il me fallait une entreprise qui évolue dans le domaine de la course à pied. Bien sûr. L'entreprise que j'ai choisie, c'est la Clinique du coureur. C'est une entreprise qui est aujourd'hui mondialement connue pour, en fait, on fait de la formation sur la prévention et le traitement des blessures chez le coureur pour les professionnels de la santé. Parce qu'il faut D'accord. savoir que les professionnels de la santé, les kinés, les physios, les ostéos, les médecins du sport, ont tous des formations assez généralistes. Et Mhm. puis nous, on complète leur formation avec vraiment la spécificité course à pied. Voire même, on met à jour leurs connaissances parce que même s'ils ont appris dans le domaine de la course à pied durant leur formation, mais la science évolue. Il y Oui. a des milliers d'articles qui sortent tous les mois. Et donc, nous, on fait le travail justement de synthétiser, vulgariser, rassembler, trier ces articles et ensuite les transformer en formation pour eux. Donc, la clinique du coureur a la particularité d'être une entreprise qui n'a pas de bureau qui a pas d'horaire, qui a pas de vacances. Donc, c'était totalement un mode de Adapté. travail, une organisation adaptée à moi parce que j'aime aller m'entraîner quand j'en ai envie. Et parfois, j'ai envie d'aller m'entraîner à 10 heures du matin, parfois, j'ai envie d'aller m'entraîner à 6 heures du matin, parfois la semaine, parfois le week-end. Donc, c'est vraiment aléatoire. Et donc, j'écoute mon corps quand j'ai ma tête, quand j'ai envie d'aller m'entraîner. Et les temps morts entre deux entraînements ou entre 2 jours qui vont représenter de nombreuses heures, mais c'est là où je Mhm. vais déconnecter de la course pour me concentrer plus intellectuellement sur mes activités avec la clinique du coureur. Donc voilà, c'est un équilibre que j'ai trouvé aujourd'hui. J'ai jamais été autant heureux et épanoui qu'actuellement. Alors c'est sûr que ça a été difficile lorsque j'ai quitté mon travail d'ingénieur, Mhm. puisque voilà, il y a quand même un peu le statu quo et puis
la vision de la carrière française qui me collait encore à la peau, qui était un peu Mhm. ancrée en moi, mais aussi encore les connexions que j'avais avec la France, avec ma famille, mes amis, qui voyaient ça pas forcément d'un œil très positif. Voilà, c'est t'as fait des études pendant 5 ans, tu gagnes très bien ta vie, nanani, nanana, c'est pas bien ce que tu fais. Voilà. Et puis de notre côté, merci l'Amérique du Nord et le Québec qui, eux, étaient plutôt, mais go, si c'est ce que tu penses qui va être bon pour toi, vas-y, fonce, go, on t'encourage. Donc, voilà, c'est là où j'en suis à peu près aujourd'hui. Ok. Et juste, alors pour une parenthèse, parce que quand tu nous dis que tu as quitté en 2019, pendant l'année 2019, j'ai ton palmarès sous les yeux, tu gagnes quand même un nombre de courses impressionnant, des 45-50 km, des 111 km où tu finis deuxième. Enfin voilà, donc tout en étant salarié, tu as une activité sportive intense et en plus performante. Donc Tout à voilà. fait, mais c'est justement là, Frédéric, en Ouais, 2019, avec ces résultats, ça a été un peu l'étincelle. C'est là que j'ai bien pris sûr. conscience que j'avais un potentiel pour aller vraiment dans les plus hautes sphères de mon sport. À ce moment-là, j'avais exactement 30 ans en âge. C'est sûr que c'est plus la vingtaine là, donc les années s'écoulent et c'est là où en 2019, la petite voix, c'est arrivé l'été quand je commençais à vraiment performer, où je me suis dit, Mathieu, tu as 30 ans, ce sport te passionne, tu es en train de faire des beaux résultats à l'échelle nationale. Maintenant, si tu veux aller te tester à l'international, sur des plus grosses courses, il va falloir que tu réorganises ta vie, que tu prennes le risque, certains risques, et puis le courage de changer drastiquement certaines structures de vie. Et puis voilà, j'ai mijoté là-dessus, beaucoup d'introspection. Du mois d'août 2019 jusqu'à décembre 2019, je suis rentré faire les fêtes de Noël en famille en France. Et lorsque je suis rentré en janvier au Québec, à Montréal, c'est là que je suis allé voir mon employeur d'ingénierie, que je lui ai dit, mais j'arrête. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Ok, c'est donc un changement, un vrai cap en début d'année 2020 et tombe le confinement. Euh, Au moment où tu prends ta décision par rapport au confinement, est-ce qu'il y a un doute qui se met dans ta tête ou tu te dis au contraire, c'est peut-être un signe qui vient encore plus appuyer le fait qu'il y a un vrai changement chez moi? Alors, ça a été, pour la petite histoire, ça a été assez tragique pour moi, la suite de l'histoire. Mhm. En tout cas, pour moi, ça a été tragique. C'est sûr que quand on ne le vit pas, on peut se dire, ah, c'est rien, mais pour moi, ça l'a été. Ça a été très dur. Mhm. Alors, juste, on va redécaler d'un an. J'ai Ouais, fait une erreur dans mon propos. C'est en 2018 que j'avais eu aussi de bons résultats et que j'avais décidé de quitter. C'est janvier 2019 que j'ai quitté d'accord. Ok, mon bureau. Voilà. ok. 2019, en fait, j'ai eu des bons résultats, mais sur la seconde partie d'année, il faut Mhm. savoir que je me suis jamais blessé de ma vie, jamais cassé un os, rien du tout. Et février 2019, donc ça fait à peine 2 mois que j'ai un peu réorganisé ma vie de manière drastique et que je compte vraiment sur ça pour performer encore plus. Et boum, février 2019, je me blesse pour la Ah, première fois de ma vie et pas une blessure à demi-mesure, hein. C'était, on appelle ça une stress fracture, une fracture de stress. En gros, c'est une petite fissure qui va venir se créer dans un os due à une surcharge d'entraînement ou un trouble émotionnel. Voilà, c'est quelque chose mhm. qui va arriver. Et moi, ça m'est arrivé dans le sacrum. Le sacrum, c'est un os qui est en bas du dos, qui connecte un peu la colonne Ouais. vertébrale au bassin. Mhm. Donc, c'est un peu le centre de gravité du corps, c'est assez Mhm. central. Et la douleur est terrible. En fait, la douleur est terrible à tel point que tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus courir. Même couché ou assis dans un canapé, à peine tu fais un mouvement, c'est douloureux. Donc voilà, ça a été un calvaire pendant 3 mois. Et ça a été un calvaire mentalement aussi parce qu'à ce moment-là, mais c'est là où Oui. la famille et les amis de France que j'ai évoqués auparavant me disaient, mais tu vois, on t'avait dit, ça peut arriver de se blesser dans le sport. Maintenant, qu'est-ce que tu as? Tu n'as plus rien. Tu peux plus faire. Bon, bref, voilà, ça n'a pas été la Des, joie. des bonnes ondes positives, comme on dit, hein. Exactement, exactement. Mais je me suis accroché.
J'ai pensé positif et alors que mon médecin, après avoir fait l'IRM, m'avait dit tu vas en avoir pour 6 mois avant de commencer à refaire Waouh. du sport. Ben, 3 mois plus tard, je commençais à refaire un peu de vélo, de natation et de faire quelques pas de marche non douloureux. Et puis c'est ça, 6 mois plus tard, j'étais capable de courir correctement. Donc voilà, l'année 2019, un peu en demi-teinte, mais quand même de bons résultats. Sur la deuxième partie d'année. Et je m'entraîne très, 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 très fort l'hiver 2019, début 2020. Là, je pars en février 2020 sur ma première grosse course internationale de l'Ultra Trail World Tour. Donc, c'est vraiment la série des courses mondiales. La course qui ouvre la saison, c'est une course en Nouvelle-Zélande, Mhm. Ultra Trail Tarawera. Donc, voilà, je suis sur le départ de course. Il y a une dizaine de coureurs professionnels autour de moi. Donc, c'est assez stressant. Et je réussis à terminer la course en deuxième position. Donc, ça a été un super résultat et j'étais très fier. Et c'est là où je me suis dit, OK, Matt, c'est parti. Les choix que tu as fait dans ta vie, ben, finalement, ça paye. C'est aujourd'hui que ça commence, 2020. Let's go, je suis là. Et Et puis, ben, là, précision, c'est une course de 100 km. Voilà, je le exactement. précise pour ceux qui. C'était un 102 km Ouais. pour un 3500, 4000 mètres de dénivelé à peu près. Pas trop technique, assez rapide. Et puis voilà, j'ai réussi à bien me positionner. Et puis c'était de bon augure pour la suite. Sauf que la suite, tu l'as déjà teasé, Oui. mais début mars 2020, voilà, monsieur et madame les humains, terminez vos vies classiques, terminez les restos, terminez vos sports, restez chez vous et puis taisez-vous. Alors que moi, j'avais une saison de course internationale au programme assez intéressante pour moi et pour le développement de ma carrière sportive. Puis voilà. Et on reviendra dessus juste après. Moi, je voulais juste faire une parenthèse justement parce que ça m'intéresse de comprendre le cheminement par rapport à koh puisqu'il a été diffusé en août 2020 et on sait que c'est tourné bien en amont. Ta candidature, elle a eu lieu quand et le tournage, il a eu lieu quand pour comprendre un petit peu parce que je suppose qu'une aventure koh elle impacte aussi un petit peu le corps. Donc, il y a aussi toute cette réflexion peut-être que tu as dû mener. Tout est lié, Frédéric, et puis tu fais bien de le mentionner, cette partie-là de ma vie, koh parce que koh est lié à mon cheminement, 100%. D'accord. Je vais t'expliquer ça. Et puis moi, je crois beaucoup, en fait, dans la vie aujourd'hui, que je suis un peu plus, comment dire, un peu plus Mhm. détendu, un peu plus ouvert et un peu plus sensible aux signes que nous offre la vie. Mais je crois que on a une forme de destin devant nous guidé par nos passions profondes. Et si on a cette capacité à accepter et à s'ouvrir aux signes qui s'offrent, qui peuvent être des opportunités en fait purement professionnelles, Mhm. ben, la vie peut nous offrir de très grandes surprises, hein. Je clôt avec ça, avec le jour où j'ai mis mes chaussures de course à pied pour la première fois en 2014. J'ai pas été capable de courir plus de 2 kilomètres. Jamais j'aurais pensé tout ce que la course à pied m'a apporté aujourd'hui en termes de bonheur, d'épanouissement de vie, de rencontres, de valeurs, de projets entrepreneuriales, de remise aussi. J'ai réussi à lever des fonds pour des fondations. Enfin, c'est incroyable tout ce que la course à pied m'a apporté et jamais j'aurais imaginé ça. Mais c'est vraiment cette capacité à écouter les signes qui m'a amené là. Et donc, les signes, on était en 2019, je me suis blessé, je l'ai dit auparavant. Oui. Je suis dans mon canapé à Montréal, voilà, un peu déprimé en quelque sorte. Et voilà, je découvre sur les réseaux sociaux d'un ami le casting de koh qui ouvre. Et comme j'ai vraiment rien d'autre à faire dans mon canapé, je me dis, mais pourquoi pas? Tiens, je vais postuler. Je n'avais jamais postulé à ça. Je regardais un petit peu l'émission plus jeune, mais c'est sûr qu'en étant à Montréal, je ne l'avais plus regardé Bien sûr. depuis de nombreuses années, on va dire depuis 6, 7, 8 ans à peu près. Donc, je ne savais plus trop comment avait tourné l'émission, mais en tout cas, il me demandait 3 questions. Ça m'a pas pris trop de temps. J'ai répondu aux 3 questions. On était en mars 2019, un mois après ma blessure. Et il s'est avéré que ben, ils m'ont répondu. Oh, votre profil est intéressant, on aimerait pousser un petit peu plus loin. Donc voilà, un appel, 2 appels, 3 appels, ils creusent un peu plus. Ils me demandent de venir à Paris une première fois, une deuxième fois, une troisième fois.
Donc là, je me dis, hey, ça va le faire, c'est bon. Normalement, après tout ça, là, après à peu près 6 mois de casting et d'échange, ça devrait le faire. Mais voilà, comme je te disais, je me suis bien réparé durant l'été. J'ai commencé à remettre des gros volumes de courses. Et là, je me suis dit, je vais sauver ma saison en allant faire la Diagonale des Fous en octobre à l'île de la Réunion. Waouh. Donc, j'ai vraiment mis toutes les billes dans mon sac pour cette course. C'est une course qui fait 160, un peu plus de 160 km Ouais. et 9000 mètres de dénivelé dans un terrain ultra, ultra technique. C'est pour ça qu'on l'appelle la Diagonale des Fous. Son vrai nom, c'est le Grand Raid, hein, mais Ouais. son petit nom, là, c'est la Diagonale des Fous. Personne n'en ressort indifférent de cette course. Elle est extrêmement difficile. Et donc, voilà, beaucoup de focus sur cette course. Je prends mon avion, je vais à l'île de la Réunion 2 semaines avant la course. Donc, la première semaine, je repère le parcours au complet, je me motive, j'ai des super sensations. Je commence à faire ma tournée médiatique aussi parce que là-bas, c'est quand même la course phare. C'est même un jour férié pour eux, le jour de la course. Donc, je fais ma tournée D'accord. médiatique. Ouais. J'ai clairement la possibilité d'aller chercher un podium de par ma motivation et mon niveau actuel. Et 2 jours ou 3 jours avant la course, je reçois un appel de la production de koh qui me dit, Mathieu, demain, tu dois prendre ton avion, ça commence. Voilà, on t'en dit pas Waouh. plus. Mais donc là, je dis, mais non, mais j'ai ma course dans 3 jours. Là, laissez-moi 3, 4 jours, quoi, le temps de faire ma course. Puis j'arrive, quoi. Il dit, non, 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 c'est demain, là. On te prend ton avion, île de la Réunion, Paris, tu viens à Paris et puis on gère la suite, tu verras. Parce que c'est ultra confidentiel, tu sais rien Oui. jusqu'au bout, tu sais Ouais. même pas où tu vas. Bon, il s'avère que je suis parti au Fidji après, mais ça, je ne le savais pas à ce moment-là. Et donc, voilà, j'ai quitté l'île de la Réunion, cette course, un peu discrètement en mode sous-marin parce que je n'avais pas trop préparé mon alibi et mon excuse. Ouais. Mais c'est sûr que quelques semaines après, quand j'ai rallumé mon téléphone, parce qu'évidemment, il m'a pris mon téléphone, Ouais. j'avais quelques messages dans ma boîte, mais Mathieu, t'es où? On t'a pas vu au départ de la course, quoi. Et j'ai pas eu à répondre parce qu'ils avaient oublié quelques semaines après, mais voilà, il y avait quand même quelques personnes qui s'en sont rendues compte. Et voilà, après, j'ai fait cette merveilleuse aventure qui est koh qui m'a beaucoup aussi apporté dans la vie, on va pas se le cacher. Ouais. Ok. Et tu es parti au bout de combien de jours Alors, malheureusement, mon esprit compétiteur qui aurait aimé aller Ouais. jusqu'au bout et qui est maître de mes faits et gestes n'a pas fonctionné comme habituellement. Disons que c'est un jeu, hein, voilà. Ouais. Ouais. Outre l'aspect survie-aventure, ça reste un jeu. Ça reste un jeu joué par des humains et où on a la possibilité d'user de différentes stratégies, positionnements, Bien sûr. voire celle dans l'engrenage que met la prod. On parle de collier Oui. d'immunité, Le collier d'Aubin. d'élimination directe, tout ça. Voilà, exactement. Donc, moi, j'ai fait 3, 4, 5, 6, 7, 12 jours. Je suis Ouais. sorti au quatrième épisode et puis un épisode, c'est 3 jours à peu près Ok. au 12e jour d'aventure. Alors, malgré moi, voilà, j'avais quand même, je me donnais vraiment sur les épreuves pour mon équipe à ce moment-là. Je me donnais vraiment sur le camp aussi. Donc, les cases sport, survie étaient vraiment cochées. Maintenant, sur l'aspect humain, c'est sûr que j'ai eu très rapidement un rôle de leader pour Mhm. l'équipe. Et peut-être que ça n'a pas plu à l'un des membres de mon équipe qui a décidé de m'éliminer avec un collier. Donc, c'était pas un choix commun à toute l'équipe, mais c'était le choix d'une seule personne. Sauf qu'à ce moment-là, comme toutes les personnes avaient voté pour Oui. la personne qui m'a éliminé, ben évidemment, le collier, pour ceux qui connaissent, ont pris le dessus et m'ont fait sortir de l'aventure. Voilà. Donc, c'est sûr que ça a été dur pour moi. J'ai porté une grosse, grosse frustration pendant plusieurs semaines, Mhm. plusieurs mois, parce que je ne suis pas habitué à ça. Oui. Habituellement, quand je me loupe sur une course, que j'ai une douleur ventrale parce que j'ai trop mangé avant la course ou mal mangé parce que je me suis mal entraîné, mais je peux en vouloir qu'à moi. Or là, ça a été un peu voilà, un sort externe à moi, comme un tacle par derrière auquel je n'étais pas habitué. Et ça m'a quand même pas mal touché. Et voilà, j'en ai porté une grosse frustration. Mais bon, après, le temps fait bien les choses, comme toujours. Quand on vit des choses difficiles dans la vie, on finit par en retenir que le positif. Et puis, c'est ce que j'en ai fait, quoi. Aujourd'hui, j'en retiens vraiment que du positif. Et puis c'est pas grave, c'est le jeu. J'ai joué à un Mhm. jeu, j'ai perdu. Et puis,
il y a d'autres jeux dans la vie et puis d'autres aventures qui permettent de s'épanouir très positivement. Moi, j'avoue que pour être très honnête avec toi, je rêverais un jour de voir un koh avec les meilleurs aventuriers et un jeu dans lequel, enfin, un koh dans lequel les moins bons sont éliminés au fur et à mesure pour justement voir ce que ça donnerait parce que effectivement, tu faisais partie dans les premières épreuves qu'on avait pu voir de celui qui était assez impressionnant et peut-être dans la lignée des entre guillemets grands aventuriers comme on dit dans koh. Et je comprends encore plus ta frustration parce que ce jour-là, ça a été une surprise. Qu'est-ce que tu en retires de ce koh au sortir pour l'Ultra Trail? Parce que l'idée de ce que tu en retires, on vient d'en discuter, mais pour l'Ultra Trail, est-ce que ça t'a apporté quelque chose ou est-ce que ça a été la parenthèse qui t'a permis d'être encore plus revanchard pour la suite? Alors, avant de te répondre sur ce que ça m'a Mhm. apporté, je rebondis juste sur ton propos Ouais. que tu as eu auparavant sur le koh des gladiateurs. Moi aussi, je pensais comme toi avant, où je me dis ça serait cool qu'un jour ils fassent vraiment un koh avec des warriors en sport et en survie. Et puis je crois même qu'ils l'ont essayé une fois, mais en C'est fait, possible. ce qui est important pour eux là, pour la production, c'est les spectateurs, quoi. Hein. Oui, oui. Voilà, c'est combien il va y en avoir qui vont regarder l'émission toutes les semaines. On parle de 5, 6, 7 millions là. Mhm. Donc, c'est quand même beaucoup de monde. Notre côté humain qui fait que, bah, tu sais, quand tu regardes des séries, tu as envie qu'il y ait du rebondissement, tu as envie qu'il y Clair. ait des trahisons, tu as envie d'être surpris. Et c'est ça qui fait que l'émission aussi est intéressante à regarder. C'est parce qu'il va y avoir ben, pas que des sportifs, il va y avoir des personnes qui viennent de tout milieu social, de tout âge, de tout sexe, de toute orientation sexuelle, de toute origine, qui fait que les Français, dans leur canapé, peuvent s'identifier toujours à au moins un ou deux aventuriers de l'émission. Et ces rebondissements font aussi qu'à la fin de l'émission, tu as envie de regarder la suivante. Si c'était juste un combat de gladiateurs dans une arène, je pense que ça serait, comme les gladiateurs le font, ça serait valable et intéressant une seule soirée, mais pas sur plusieurs semaines. Je ne sais pas si Ouais, tu me suis. Voilà. tu as raison, il faut du rebondissement. De Et toute façon, l'aspect humain, ouais. émotionnel, le rebondissement, les stratégies, c'est ce qui rend intéressant aussi cette aventure. Et voilà. Et oui, tu peux être heureux dans ton canapé, mais oui, tu dois être énervé aussi. Tu dois autant adorer un personnage comme tu dois en détester un autre. Et c'est exactement le même processus mental que quand tu suis une série sur Netflix. Tu regarderas, c'est toujours un peu les mêmes structures qui montent. C'est toujours la même chose. Et c'est un peu comme ça que cette émission est montée aussi. Donc voilà, Ouais, petite ouais, parenthèse. tu as raison. Oui, ça serait cool, une arène des gladiateurs, mais je ne suis pas sûr que ça serait cool à regarder pour les 6 millions de Français qui sont passionnés par l'émission. Ouais. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Moi, c'est sûr que niveau mental et physique, j'étais au top quand je suis arrivé là-bas Mhm. parce que ça fait partie de ma vie. J'en ai presque, enfin, c'est mon métier aujourd'hui de faire du sport et puis de mentalement être poussé dans mes retranchements. Oui, puis tu étais prêt à faire la diagonale des fous. Donc, je veux dire, Voilà. koh Donc, c'est. Voilà. voilà. Après, c'est sûr que j'ai quand même été challengé sur la déprivation de sommeil et sur Mhm. la déprivation de nourriture. Voilà, faut savoir qu'avant koh je faisais déjà un peu du jeûne intermittent. Donc, je connaissais un petit peu à très court terme les sensations de ne pas trop manger parce que je m'entraîne comme ça pour travailler aussi sur ma filière cétogénique, donc de Mhm. brûler des graisses plutôt que des glucides, plutôt que des sucres. Et là, faut savoir qu'on a gagné notre premier confort, donc nourriture, après 6 jours à peu près. Donc, on n'a rien mangé pendant 6 jours Waouh. à Ouais, part c'est des vrai. petites pâtes de crabe. Et ouais, ça a été difficile de perdre mes moyens en fait lorsque j'arrivais sur une épreuve, de ne pas avoir toute l'énergie en moi, toute cette boule de feu en moi pour me donner à 100%. Au contraire, j'étais un peu pas trop d'énergie, des vertiges, c'était particulier à vivre. Et tu ajoutes à ça la déprivation de sommeil parce que la nuit, quand il y a tempête de vent, qu'il pleut, il faut savoir qu'il faisait très froid, il pleuvait, il y avait du vent, tu dors sur du sable humide, qu'après avoir roulé 3 fois dessus, il est dur comme du béton. Enfin, c'est l'enfer, tu dors pas de la nuit, tu as très froid. Et donc, déprivation de sommeil plus déprivation de nourriture va faire tomber tous les masques, tous nos masques qu'on a dans la société. On se dit comme ci, comme ça, moi je suis le directeur, moi je suis ci, moi je suis là, moi je suis le champion de ci, je connais tout dans la vie. En fait, tout d'un coup, tous les masques tombent et on devient vraiment notre moi profond.
et les émotions sont vraiment poussées, quoi, exacerbées. Et c'est très, très intéressant à vivre ces moments-là d'un point de vue humain. Et moi, c'est ce que je retiens le plus, c'est l'aspect humain où quand un groupe d'humains ont tout leur masque à terre et leurs émotions à fleur de peau, ça fait des interactions qui sont vraiment puissantes et intéressantes. Ça m'a marqué, tu sais, c'est le moindre truc un peu triste ou quelqu'un qui va te prendre dans ses bras va te faire pleurer, tu vois, ou dans un autre sens, une blague à peine drôle va te faire rire aux éclats. Et c'est des émotions qu'on vit moins dans nos sociétés un peu de masques structurés, carrés, aseptisés, où voilà, on est sur une courbe émotionnelle qui est à peu près plate, une légère sinusoïde, mais on ne part pas dans les extrêmes là, à part dans les moments les plus tragiques ou les plus fous, mais il reste quand même très très ponctuel dans une année. Et là, on le vit presque à tous les jours. Et moi, ça m'a vraiment marqué. Et voilà, c'est ce que j'en retiens le plus. Et aujourd'hui, j'essaie dans ma vie de garder un peu ce souvenir de cette possibilité de vivre de manière très authentique, très spontanée, très franche, et puis avec les autres. Et je continue à tenter d'exercer un peu cette particularité-là au jour le jour avec mon entourage lui-même. Et ça fait des interactions beaucoup plus, voilà, beaucoup plus vraies, avec beaucoup plus d'émotions, et j'adore ça. Donc peut-être que koh a été l'inhibiteur de cette prise de conscience. Ben, c'est top. Et donc, parce qu'il ne nous reste pas énormément de temps et qu'on va essayer de s'engager dessus, dernièrement, sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer la bande-annonce de ton film Confiné. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est? Parce que je trouverais dommage de ne pas avoir le temps d'en parler, alors que voilà, la bande-annonce m'a donné envie et j'avoue, j'ai dit, je fais le podcast et je regarderai la vidéo, je l'achèterai en location sur Vimeo parce que je voulais pas être un peu transgressé dans ce que j'allais dire. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est, expliquer aux auditeurs, aux auditrices ce que c'est ce film Confiné? Bien sûr. Déjà, effectivement, je te recommande vraiment de regarder le film parce que ça complétera un petit peu plus mon profil sur ce que Ouais, je vais je pas présente hésiter, aujourd'hui parce qu'en une heure, c'est difficile bien de tout sûr. raconter. Puis tu vas justement, ce que je viens de dire par rapport à koh tu vas voir plus qu'une performance, tu vas voir un groupe d'humains qui s'entraident, qui sont dans une situation très difficile, où les masques tombent et où il y a beaucoup d'émotions. Et donc, c'est exactement ce que je viens de dire. Et puis, ce film retranscrit bien ça. Il faut savoir que moi, j'aime beaucoup, je l'ai dit en début d'échange, la performance, l'optimisation du potentiel dans les courses. Voilà, c'est quelque chose qui m'anime aujourd'hui, qui m'animera peut-être moins plus tard lorsque je vieillirai et que je serai plus très capable de courir vite. Mais il y a aussi quelque chose qui m'anime énormément et je dirais que c'est même 50-50, hein, 50% performance et 50% plus aventure. Voilà, j'aime ça, j'ai découvert ça il y a quelques temps. La possibilité d'organiser mes propres courses, mes propres aventures, donc hors cadre de course, tout en courant. Dans des montagnes, dans des déserts, dans des villes, peu importe. Mais l'idée, ça va être d'aller faire une aventure où je vais raconter une histoire. Voilà, c'est très très important pour moi les histoires. Je suis un petit enfant qui adore les histoires, Père Castor, et puis les parents et les grands-parents qui te racontent des petites histoires au bord du lit pour t'endormir quand tu étais jeune. Mais moi, c'était vraiment mon truc. Et aujourd'hui, je me fais le devoir et le projet et l'objectif principal de vie que moi, ma retraite, c'est pas mon but, c'est pas de travailler comme un malade pour remplir mes comptes en banque et puis être un retraité riche, mais plutôt un retraité riche d'histoire. Et je veux être capable, voilà, de raconter beaucoup d'histoires à mes petits-enfants ou quand je serai un papy, mais des histoires, pas des histoires des autres, mes propres histoires. Et donc, je tente de les collectionner. Et Confiné, ça a été la première grosse histoire que j'ai racontée. J'en ai fait d'autres plus petites auparavant, plus d'une journée, mais voilà, Confiné, c'est la grosse histoire. Pour te la raconter en quelques lignes, Confiné, ça commence en mars 2020 et c'est pour ça que le film s'appelle Confiné, Mhm. parce que c'est grâce au confinement que j'en suis arrivé à faire ce projet. Si j'avais pas été confiné, que mes courses n'avaient pas été annulées, je serais allé faire une course en août qui aurait Bien été sûr. l'UTMB et j'aurais pas fait l'aventure qui est retranscrite dans ce film. Alors, on est en mars 2020. Je commence à aller courir dehors dans Montréal et puis là, tu verras les images, c'est assez dingue.
On est dans une méga city, là, une méga ville avec les skyscrapers, les gratte-ciel comme à New York. Et il n'y a personne. Alors qu'en ville, ici, 24 heures sur 24, tu as des voitures qui passent, des pompiers, des polices, il y a tout. Sauf que là, j'étais sur les plus grosses avenues, là, l'équivalent de la 5e avenue à New York. Mais là, c'est voilà, la plus grosse avenue de Montréal. Et puis, j'étais capable de la courir sur 3, 4, 5 kilomètres tout seul en plein milieu. C'était hallucinant. Donc, j'ai décidé de travailler avec un cinéaste local qui s'appelle Jérôme Binette, qui est un cinéaste de grand talent, pour prendre des images de ça, parce que c'était assez historique pour moi. Donc, on a fait des super images et on voulait juste faire au début un petit film de 3 minutes pour retranscrire ces images-là. Mais de fil en aiguille, avec Jérôme, j'ai commencé à lui évoquer l'idée de faire une grosse aventure en août, de parcourir le GR-A1. Donc, GR, ça veut dire grande randonnée. C'est des sentiers qui sont labellisés par la Fédération française de randonnée. Il y en a beaucoup, beaucoup en Europe, en France, en Corse, le GR20 qui est bien connu. Et puis au Canada, il y en a un seul, il s'appelle le GR-A1. C'est pour ça qu'il est numéroté numéro 1. GR, donc Grande Randonnée, Amérique, numéro 1. Et il se situe au Québec. Ça tombait bien parce que c'était difficile de passer la frontière. Et puis voilà, faut dire que j'avais été inspiré par des gars comme Kylian Jornet qui avait fait des records, et puis François Den sur les GR dans les Pyrénées, en Corse. Voilà, donc je me suis dit, moi aussi, je vais en faire un. Je ne sais pas quelle histoire va sortir autour de ça, mais je veux le faire. Ce qui est sûr, c'est que je veux faire ce GR. Il fait 650 km. Il traverse toute la Gaspésie, qui est une merveilleuse région naturelle du Québec. Je veux faire ça le plus vite possible. Et l'histoire qui en sortira, ça sera l'histoire qui en sortira. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis entraîné très fort. Et finalement, ces petites 3 minutes qu'on a tournées dans Montréal ont été l'introduction du film, puisqu'à partir de là, je me suis entraîné spécifiquement pour ce projet et Jérôme a été OK pour m'accompagner et filmer toute ma préparation jusqu'à l'aventure en elle-même. Et malgré moi, je me suis rendu compte que ça allait être très, très gros à organiser d'un point de vue logistique. Donc, je me suis entouré d'une équipe que tu verras dans le film et que tes auditeurs, j'espère, s'ils regardent le film, verront aussi. Ce pas des experts de l'aventure. Au début, je commençais à contacter mes sponsors pour avoir des experts et tout, mais j'ai préféré m'accompagner de mes amis proches qui me connaissent très bien et qui sont capables de me lire voilà, lorsque je suis dans le dur, tu vois, et qui sont capables de réagir rapidement pour que je puisse accomplir mon aventure. Et il faut savoir que ces amis-là, j'ai plusieurs groupes d'amis à Montréal, mais j'ai pioché un ami dans chaque groupe d'amis. Donc, ils ne se connaissaient pas du tout. Et là, je n'ai pas été très sympa. Je leur ai dit, oh, vous inquiétez pas, on va aller faire un petit road trip, ça va être cool en Gaspésie. Sauf ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très, très, très reculé dans la forêt. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas de village, il n'y a rien pour se ravitailler. Donc, c'était dodo à la dure, en tente, vraiment de manière très spartiate entre personnes qui ne se connaissaient pas. Et il y a eu l'aventure Mathieu, mais il y a eu aussi le backstage, l'aventure de l'équipe de soutien. Et ils ne se connaissaient pas. Et voilà, entre eux, il y a aussi eu une cohésion, une alchimie qui s'est faite. Et aujourd'hui, c'est les meilleurs amis du monde. Super. Donc, je ne t'en dis pas plus sur l'histoire parce que tu la découvriras dans le film, mais l'histoire est assez folle. Et justement, une fois qu'on a fini l'aventure avec Jérôme, le cinéaste, on s'est assis ensemble et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire des milliers d'heures qu'on a de films? Il faut faire un film d'1 heure, on a des milliers d'heures. Et on aurait pu partir dans de nombreuses directions, notamment la direction qui est la plus facile et qu'on voit souvent dans les films de sport, c'est la performance. C'est la performance, OK, il a fait le GR avec tant de temps, il a souffert, regarde ses pieds comme ils sont pourris, il y a des ampoules partout, il est blessé, nanani, nanana. Mais non, pas du tout. On a préféré mettre vraiment de côté la performance pour plutôt mettre en avant l'aspect humain, l'aspect cohésion, l'aspect d'équipe, l'aspect nature aussi, parce que la Gaspésie, c'est un territoire très sauvage. Il n'y avait aucune image qui avait été sortie image un peu professionnelle jusqu'à ce qu'on fasse l'aventure. On a voulu aussi mettre en avant voilà, la beauté du territoire et de l'environnement pour peut-être sensibiliser aussi le monde. Et ça a été une réussite parce que lorsqu'on a fait des projections privées en salle de cinéma, je faisais des conférences et je demandais dans le public, mais qui n'était pas coureur. Puis à peu près 70% de la salle n'était pas coureur. Donc c'était vraiment l'objectif rempli de notre film parce que nous, notre film, on ne voulait pas qu'il soit vu juste par une niche de coureurs, voire même une ultra niche d'ultra-trailer, mais plutôt par tout le monde, même des personnes qui ne sont pas sportifs et pas coureurs, parce qu'il y a beaucoup d'inspiration à aller chercher dans un tel film. Ce film, en fait, c'est juste une illustration avec un coureur de belles valeurs de la vie. Et voilà, c'est tout. Et donc, que ça soit dans la course à pied, dans un autre sport ou en utilisant une autre image, c'est juste une illustration
de la vie. Voilà. Donc, à toi de voir ce que ça t'inspire Ouais, lorsque tu le verras. On en l'a tout cas, mis en le teasing donne envie, hein, vraiment, je te le dis. Voilà, ben on l'a mis en projection. On était en projection privée quelques mois. Après, il est parti en festival de films d'aventure, donc festival de Banff. Il y a plein de festivals, voilà, où ils ont une sorte d'exclusivité avec le film le temps du festival. Et maintenant que l'époque des festivals est terminée, ben, on le met en location sur la plateforme Vimeo. Mhm. Alors, il faut savoir que le cinéaste ne s'est pas encore payé. Ça a été un projet. Il a dit, OK, je le tente. On n'avait aucun sponsor, rien du tout pour financer le film, tout ça. Il a travaillé des mois et des mois. Donc aujourd'hui, il se rémunère un petit peu grâce à la location de Vimeo. Et puis, on a décidé aussi de reverser, puisque moi, dans tous mes projets, c'est très important pour moi aussi, c'est de toujours avoir un impact philanthropique avec mes projets, donc de reverser ou d'aider d'une manière ou d'une autre une fondation. Voilà, donc là, Bravo. aujourd'hui, j'ai choisi un programme, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est porté par Rando Québec. C'est un programme qui permet aux jeunes d'aller profiter de la nature, d'aller faire de la randonnée, d'être sensibilisés à tout ça. Et donc, voilà, ça me touche beaucoup. Et voilà, grâce aux locations du film, on pourra remettre une somme d'argent à cet organisme-là. Superbe. Alors, pour essayer de tenir le timing, moi, je vais juste mettre en lumière ce qui a vraiment fait que je me suis dit, waouh, j'aimerais bien avoir Mathieu sur le podcast. C'est que si on prend le palmarès de la saison 2021, tu fais troisième de l'UTMB, tu fais cinquième du Marathon des Sables, et je sais qu'en plus, tu visais un podium et que bah, tu es tombé malade, mais tu finis quand même cinquième, et ça, c'est plus qu'hallucinant. Tu gagnes l'Ultra Trail Salomon en Turquie, et tu fais quatrième de l'Ultra Trail en Afrique du Sud qui fait 100 km. Ma question, c'est donc les gens iront voir, etc. Il y a plein d'éléments sur les réseaux sociaux, mais c'est quoi les perspectives pour toi pour 2022? C'est quoi les challenges que tu te fixes? Alors, c'est sûr que 2022, moi, j'aimerais que ça soit un peu un mix de 2020 et 2021. C'est vraiment continuer, je l'ai dit, ça me passionne, je m'épanouis là-dedans, j'ai jamais été autant heureux que ça. C'est de mixer l'aspect performance et l'aspect aventure. Donc, j'ai fait la grosse aventure en 2020 avec l'aventure GRA1 qui a fait le Mhm. film Confiné. Et en 2021, j'ai plutôt mis l'accent sur les courses pour rattraper un petit peu tout ce que j'avais pas fait en 2020. 2022, j'aimerais que ce soit un mix des deux, un vrai mix, une saison où je sois capable de mixer des courses et une grosse aventure ou deux petites aventures. Donc globalement, la première partie de l'année, ça va être des courses. Ça va être une course à l'île de Madère en avril, ça va être une Mhm. course en Italie qui s'appelle le Lavaredo en juin. Un retour à l'UTMB parce que je crois que mon histoire avec l'UTMB n'est pas terminée et avant de tourner la page, je veux y retourner pour encore optimiser quelques curseurs sur lesquels j'ai joué, que je sais qu'ils marchent très bien. Et à côté de ça, faire des aventures. J'en ai déjà une qui est planifiée en février. Il faut savoir qu'à plus long terme, j'ai une grosse aventure qui va m'amener dans des milieux polaires. Donc, je ne suis pas un expert là-dedans et je vais commencer en février par une petite aventure polaire que je vais faire avec mon ami Louri Lag. Vous pourrez aller voir sur les réseaux sociaux, qui est un aventurier de métier qui connaît très bien le milieu polaire et qui va me rejoindre ici au Québec pour aller faire voilà, une aventure polaire où on va partir une dizaine de jours par moins 40 au nord du Québec à tirer une poulka et à dormir dans une tente. Donc, ça va être assez costaud. Mais voilà, c'est une grosse aventure qu'on prépare pour février, donc dans 2 mois. Et Ok. puis, la deuxième partie de la saison, donc après l'UTMB, entre septembre et décembre, voilà, j'ai des idées en tête, des projets d'aventure, mais pour l'instant, je préfère ne pas trop en Bien parler sûr, parce que bien c'est sûr. pas encore bien établi. Et puis, j'ai remarqué que lorsque je parle de mes projets un peu trop en avance, les médias me mettent un peu la pression, le monde autour me met la pression, et puis je préfère être assez léger avec ça. Et Je te puis, comprends. lorsque vraiment ça sera concrétisé, bien structuré au niveau finance, logistique, mais là, je commencerai à en parler. Mais donc voilà, 2022 devrait ressembler à ça. Un peu de course, un peu d'aventure et puis beaucoup de bonheur pour moi, mais aussi pour toutes les personnes qui m'accompagnent et me soutiennent dans ces beaux projets. Ok. Et je pense alors que Louri a fait. Alors, soit il a fait, parce que mon frère a des podcasts aussi, soit il a fait un Histoire de Daron, soit il a fait un Histoire de succès avec mon frangin que j'ai écouté. Et effectivement, quand tu parles d'extrême, voilà, j'ai écouté quelques-unes de. Il a raconté quelques-unes de ses aventures sur le podcast.
Waouh, C'est donc ça. voilà, je serais curieux de vous suivre tous les deux sur vos prochaines aventures parce que Ouais, voilà, ça donne envie. c'est un super type. Mm. C'est un gars que j'adore. On s'est rencontrés comme ça, un peu par hasard sur les réseaux. En fait, les réseaux ont beaucoup d'aspects négatifs, mais ont aussi, Oui. on va pas se le cacher, ce positif qui fait que tu rencontres des personnes inspirantes. Et puis un jour, tu décides de t'écrire en disant Hey Louri, c'est vraiment inspirant ce que tu fais. Et puis lui, il me dit ben, moi aussi, je te suis, j'adore. Allez hop, on se rencontre. Et puis voilà, j'ai découvert un type un peu un écorché de la vie dans sa jeunesse et qui finalement a trouvé un certain équilibre et puis une plénitude et un calme à travers les aventures. Et aujourd'hui, on a la chance de partager des aventures ensemble et c'est extraordinaire. Donc je pense que oui, c'est lui que si Oui, tu oui, parles d'un fou dans ses oui. aventures dans notre podcast, C'est c'est bien lui. c'est ça, je reconnais Voilà. dans la description de ce que tu dis, effectivement. Bah, écoute, je ne vais pas te retenir plus longtemps parce que vraiment, tu me fais déjà l'honneur d'être sur le podcast et en plus, pour toi, il est 8 heures du matin, donc maintenant 9 heures. Donc, vraiment, merci de t'être levé si tôt. J'ai envie de te dire bon courage pour la diète que tu es en train de tester actuellement, dont Oui, on parlait juste avant de démarrer l'enregistrement. tout à fait, Frédéric. Ben, merci beaucoup pour ton accueil. Et puis, je ne sais pas comment était mon ton de voix. Je me sens très calme. Peut-être que mes propos étaient un peu mélangés aussi, mais il faut savoir que je suis en test là pendant une Mm. semaine, la dernière semaine de décembre, sur un jeûne complet. Donc, je ne mange rien pendant une semaine. J'ai lu beaucoup par rapport à ça et je vois de tout. Et donc, voilà, c'est comme ça que je fonctionne aussi. Des fois, j'ai envie d'expérimenter sur moi ce que ça fait. Là, je suis à mon 4e jour aujourd'hui de jeûne. J'ai pas Rien que beaucoup pour ça, je dis d'énergie. bravo. Je vais aller à 7 une semaine, ça tombe rond. Je sais pas pourquoi une semaine, ça pourrait être 5 jours, 8 jours, mais une semaine, ça tombe rond. Donc, on va aller à 7 jours. Encore 3 jours à partir de demain. C'est une expérience intéressante. Je l'avais un petit peu ressenti à koh, mais là, je veux la pousser un petit peu plus. Donc, voilà où j'en suis. Et puis, à partir du 1er janvier, on recommencera la vie un petit peu normale de sportif, de développeur commercial pour la clinique du coureur, d'aventurier. Et puis, voilà, c'est bien ce petit moment de calme et de repos en fin d'année pour se régénérer. Et puis, je le recommande à tout le monde. Ça me permet aussi d'avoir du temps pour faire une rétrospective sur l'année 2021, ce qui a bien marché, pas bien marché, ce qui m'a passionné, pour tenter de réorienter bien mes pourquoi et puis mes raisons d'être pour 2022 et les années à venir. Donc, merci pour ton accueil, Frédéric. Ça a été un plaisir d'échanger. Mille merci parce que c'est une grosse richesse pour les auditeurs et les auditrices qui écouteront ce podcast. Merci, Frédéric. C'était un plaisir. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Mathieu et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast ? Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien.